Je n'aurais jamais cru que la femme avec qui j'avais partagé mon âme dynamiterait notre mariage pour une histoire de calamar. C'était notre 9e anniversaire. J'avais réservé une table à l'Écrin, le restaurant français haut de gamme dont elle me parlait depuis des semaines. Je portais le costume bleu marine qui, selon elle, me donnait des airs de PDG. Elle était en rouge. Pas n'importe quel rouge. Ce rouge, celui qu'elle gardait toujours pour les soirées spéciales. Mais ce n'était pas moi qui aurais droit à un traitement spécial ce soir-là. Plus maintenant. Elle a regardé par-delà la table éclairée à la bougie, a fait tournoyer son vin. Et a souri comme une reine prête à prononcer son décret final. Julien, a-t-elle dit, d'une voix douce et venimeuse. Je te trompe depuis 2 ans, et je te quitte. Mon cœur aurait dû se briser. Ma main aurait dû trembler, mais je n'ai pas scié. Pas une seule fois. Au lieu de ça, j'ai souri. J'ai levé mon verre et j'ai calmement porté un toast à ta nouvelle vie, Éléonore. C'est à ce moment-là que son visage s'est figé. Ses lèvres rouges se sont entr'ouvertes. Mais aucun son n'en est sorti car, au même instant, pile au bon moment, la porte du restaurant s'est ouverte et il est entré. Non, pas son amant. Ce lâche n'aurait jamais osé se montrer ici. C'était Thibaut, son patron. Le même homme qui, disait-elle un jour, lui donnait la chair de poule. Le même homme qu'elle prétendait éviter lors des fêtes d'entreprise. Le même homme dont j'avais trouvé le nom griffonné dans un carnet, entouré de cœurs dessinés comme une adolescente. Sans aucune pudeur. Mais Thibaut n'entrait pas seul. Il tenait un dossier cartonné dans une main et mon avocat dans l'autre. Le visage d'Éléonore a perdu ses couleurs plus vite que le serveur ne pouvait remplir son verre de merlot. Elle a regardé Thibaut, puis moi, puis à nouveau Thibaut. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ai-je dit, la fraîcheur du vin dans mon verre. Juste une petite célébration personnelle. Tu vois, ma chérie, il se pourrait que je sois au courant de tes petites activités extrascolaires depuis environ 11 mois. Sa mâchoire est tombée, sa fourchette toujours suspendue en l'air. Laisse-moi deviner, ai-je dit en me penchant vers elle. Tu pensais être maligne. Toutes ces soirées entre filles. Les séances de sport d'où tu revenais rayonnante comme si tu venais de courir un marathon avec tes hanches. Les retraites au spa qui sentaient l'eau de Cologne. Elle a serré le poing. Tu as fouillé dans mes affaires. Non. J'ai observé. J'ai écouté. J'ai attendu. Et j'ai appris que si tu laisses un menteur courir assez longtemps, il finira par se pendre avec sa propre langue. Elle a ri. Mais c'était ce rire sec et vide que les menteurs utilisent quand ils sont acculés. Tu es pathétique, a-t-elle sifflé, son masque tombant enfin. Tu ne pourrais même pas satisfaire un cactus dans le désert. J'ai simulé plus de fois que je ne peux compter. Tu penses que t'asseoir là, tout suffisant, fait de toi un homme? Je n'ai pas bronché. Éléonore, ai-je dit, tu n'as pas le droit de définir ce qu'est un homme alors que tu as passé 2 ans à te faufiler dehors comme une voleuse. Tu n'as pas seulement rompu des vœux, tu les as vaporisés. Elle a claqué son verre de vin sur la table, des éclats se dispersant sur la nappe blanche. Les gens se sont tournés pour nous regarder. Elle s'en fichait. Elle perdait le contrôle. C'était magnifique. Thibaut s'est éclairci la gorge. Et a laissé tomber le dossier sur la table. Vous devriez lire ça, a-t-il marmonné. Éléonore l'a attrapé, a parcouru les papiers et est devenue blême. Ça. Lèvres s'est retroussée comme si elle avait goûté du poison. C'est un faux. Non, ai-je dit. Ce sont tes emails professionnels. Avec chaque message. Chaque photo, chaque fois que tu es parti plus tôt en facturant à l'entreprise. Des heures que tu passais à l'horizontale avec comment s'appelle-t-il déjà? Ah. Oui. Marc,
le coach personnel. Elle avait l'air d'avoir été giflée. J'ai continué. J'ai aussi ajouté des captures d'écran de notre cloud partagé. Tu as oublié de désactiver la synchronisation. Tous ces selfies dans le miroir, les reçus d'hôtel, les messages où tu disais que j'étais ennuyeux et trop loyal pour être amusant. J'ai tout. Silence. Éléonore tremblait, mais pas de regret, de rage. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un pris la main dans le sac. Elle ressemblait à quelqu'un d'offensé. Qu'on lui demande des comptes. Tu m'as tendu une embuscade, a-t-elle craché. Non, ai-je répondu. Tu as fait exploser ce mariage. Je me suis juste assuré que l'explosion atteigne la bonne cible. Elle s'est levée, renversant sa chaise. Tu crois que tu as gagné? Tu penses que cette petite mise en scène signifie quelque chose? Je prendrai la moitié. Je te ruinerai au tribunal. Thibaut a souri pour la première fois de la soirée. C'est la meilleure partie. Ai-je dit. Tu as signé un contrat de mariage. Tu te souviens? Tu étais trop amoureuse pour le lire à l'époque. Ou peut-être juste trop occupée à envoyer des textos à ton ex pendant notre lune de miel. Et puis, juste pour le plaisir, j'ai ajouté, au fait, Marc, il est marié. Sa femme te passe le bonjour. Éléonore est sortie en trombe, claquant la porte du restaurant derrière elle-ci. Fort que les lustres en ont tremblé. Je suis resté seul à table, j'ai pris une lente gorgée de mon vin et j'ai expiré. La représentation était terminée, mais la véritable histoire ne faisait que commencer. Dès la seconde où elle a quitté ce restaurant en trombe, ses talons claquants. Comme des coups de feu sur le marbre, tout est devenu silencieux. Pas paisible? Pas encore. Juste silencieux, comme l'air juste après qu'une tempête a ravagé la ville, et que vous vous retrouvez debout au milieu de ce qui reste de votre vie. Je suis resté assis là 1 minute, à respirer, laissant le piquant de l'instant m'envahir. Thibaut s'est glissé sur le siège qu'Éléonore avait laissé vacant. Son habituel visage de marbre professionnel ayant disparu. Il m'a fait un signe de tête. Ça s'est mieux passé que ce à quoi je m'attendais. J'ai presque ri. Tu n'as clairement jamais été marié à Éléonore. Il a repoussé le dossier cartonné vers moi. Tout ce qui est là-dedans tiendra devant un tribunal. Tu l'as coincé. Je n'ai pas répondu. Je regardais le vin rouge couler le long de son verre. Brisé, lentement, comme du sang. Ce n'était pas juste une confrontation. C'était un enterrement. La mort de la confiance, de nous. Et d'une certaine manière. J'avais l'impression qu'une partie de moi était morte avec ces mensonges. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Comme se réveiller dans la maison de quelqu'un d'autre, sauf que c'était la mienne. Elle n'est pas revenue. Ni cette nuit-là, ni la suivante. Son placard est resté intact pendant 3 jours avant qu'elle n'envoie finalement une entreprise de déménagement pour ses affaires. Pas de mots, pas d'excuses, juste des déménageurs en chemise bleue emportant ça. Vie hors de la mienne. J'ai regardé depuis les escaliers, les bras croisés. Ils ont hoché la tête. Respectueusement. Un des gars a demandé, vous voulez qu'on emballe son maquillage? J'ai répondu, seulement si vous avez une prime de risque. Ils ont ri. Pas moi. Puis sont venues les preuves. Mon téléphone a vibré à 2 heures du matin. Un numéro inconnu. Salut, c'est Laurine. Je suis la femme de Marc. J'ai eu votre numéro grâce aux sauvegardes du cloud. Je pense que nous devrions parler. Je me suis assis dans mon lit, le cœur battant. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille en banlieue. Elle était calme, trop calme. Je sais depuis quelques semaines, a-t-elle dit en remuant son thé. Marc était distant. Une nuit, j'ai vérifié ses messages. J'ai trouvé des choses avec votre femme que je ne peux pas oublier. J'ai dégluti difficilement.
J'ai vu beaucoup de choses aussi. Elle a plongé la main dans son sac et m'a tendu une clé USB. Tout, des captures d'écran, des notes vocales, des réservations d'hôtels sous de faux noms. Il y a même une vidéo où ils sont dans un jacuzzi d'hôtel, et votre femme se plaint que vous pleurez devant les films comme une adolescente. J'ai souri amèrement. Elle a toujours dit que c'était ce qu'elle préférait. Chez moi. Laurine n'a pas bronché. Il ne mérite pas notre douleur. Il y avait quelque chose de terriblement serein chez elle. Comme une femme qui avait été brûlée et ne voyait plus que des cendres. Elle s'est levée, a ajusté son manteau et a dit une dernière chose avant de partir. Elle a dit à Marc qu'elle se servait de vous. Que vous étiez pratique. Que vous ne partiriez jamais, que vous étiez trop gentil. Elle a fait une pause à la porte. Je ne pense pas que vous soyez gentil, Julien. Je pense que vous êtes dangereux maintenant. Cette nuit-là, je me suis assis par terre dans mon salon avec sa clé USB. Branchée sur mon ordinateur portable. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai lu, j'ai tout laissé me frapper. Sa voix, ses rires, ses mensonges, la façon dont elle tordait la vérité comme si elle était née pour ça. Elle disait que j'étais collant, que je mendiais son attention. Elle lui a dit que je n'étais pas assez ambitieux, que je ne l'excitais plus. L'excitais? Parce que je ne la prenais pas. Comme un adolescent en rut dans des salles de bain d'hôtel tous les mardis? Parce que je travaillais tard pour payer ses sacs à main de créateur pendant qu'elle jouait à la dinette avec un homme qui portait des débardeurs pour bruncher? J'ai fermé l'ordinateur portable. Assez. Je n'étais plus seulement brisé. J'étais éveillé. Et si Éléonore pensait m'avoir anéanti, elle n'avait aucune idée de ce que j'allais devenir. Le plus dur n'était pas la trahison. C'était de réaliser combien de personnes savaient. Quand quelqu'un trompe pendant 2 ans, ce n'est pas un secret. C'est un réseau. Et une fois que le voile est levé, c'est comme voir les fissures dans un barrage qui a toujours été prêt à céder. Mon téléphone est devenu un confessionnal. Ses collègues, ses voisins, même sa cousine Jeanne. Soudain, tout le monde avait une histoire. Salut mec, je ne voulais pas m'en mêler, m'a écrit un type sur Facebook. Mais j'ai vu ta femme sur ce bar en rooftop avec un gars l'été dernier. Il n'était pas vraiment discret. Merci, Mathieu. Vraiment utile maintenant. Mais rien ne m'a piqué autant que d'entendre parler Chloé, sa meilleure amie. Elles riaient ensemble de mes blagues. Elle est venue à notre mariage. Elle a même pleuré pendant les vœux d'Éléonore. Elle m'a appelé un soir, la voix tremblante. Julien, je suis tellement désolé. Je me suis tu trop longtemps. J'ai attendu. Elle me disait des choses. Qu'elle s'ennuyait. Que tu étais trop gentil. Qu'être avec toi, c'était comme être marié à une plante. D'intérieur. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence saigner. Chloé a soupiré. Elle a changé, Julien. Elle parlait de toi comme si tu étais son rêve. Mais dernièrement, c'est comme si elle voulait te détruire juste pour se sentir vivante. Me détruire. C'est le mot qui a résonné. J'ai commencé à voir notre ancienne vie différemment. La cuisine qu'elle avait décorée en verre d'eau, c'est laquelle l'appelait en visio pendant que j'étais en réunion. Le lit que j'avais construit de mes propres mains, c'est laquelle répétait probablement ses excuses en étant allongée à côté de moi. Je me suis souvenu d'une nuit, il y a quelques mois. Elle était rentrée à minuit, les cheveux mouillés, les yeux brillants, prétendant que son amie Clara avait eu la pire rupture de sa vie et qu'elle était restée pour la consoler. Elle avait même pleuré. Je lui avais fait un thé. Je lui avais massé le dos. Elle était probablement en train de se laver du parfum d'un autre homme. Comment gérer une telle noirceur quand elle était enveloppée de soie et de gloss? Un matin, j'ai reçu un email. Pas d'objet, juste une vidéo.
J'ai hésité, mais... J'ai cliqué. Éléonore dans notre chambre d'amis, en appel vidéo, portant le peignoir que je lui avais acheté pour Noël. Elle parlait à Marc, en riant. Tu aurais dû voir sa tête aujourd'hui, gloussait-elle. Je lui ai dit que j'allais en thérapie. Il a même proposé de me conduire. La thérapie, bébé. Comme si j'avais besoin d'un psy. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Puis elle a chuchoté quelque chose qui m'a glacé le sang. Je vais le saigner à blanc. Prendre ce que je peux. Et puis peut-être qu'on s'enfuira. J'ai fermé la vidéo. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Elle ne se contentait pas de me tromper. Elle complotait contre moi. Cette nuit-là, je me suis assis seul avec un whisky et un bloc-notes jaune. J'ai commencé à lister des noms, des dates, des schémas. J'ai dessiné une carte de la tromperie, un écosystème tordu de mensonges et de draps de motel sales. Mais je ne le faisais plus pour me torturer. Je construisais quelque chose, une stratégie. Elle pensait que je m'effondrerais. Elle pensait que ma gentillesse était une faiblesse. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au moment où j'ai senti le dernier fil de l'amour se rompre, quelque chose en moi a changé. Pas la rage, pas la vengeance. La clarté. Elle n'avait jamais été la femme que je pensais. Elle n'était pas une partenaire. C'était une parasite. Et les parasites ne peuvent pas survivre quand on coupe l'hôte. Le lendemain, j'ai appelé mon avocat. Michel, ai-je dit, on va faire monter la pression. Je veux la maison, la voiture, tout ce que je peux garder. Qu'elle se batte pour les miettes. Il a gloussé. Tu es sûr de vouloir jouer? Les durs? C'est elle qui a choisi le jeu, ai-je dit froidement. Je m'assure juste qu'elle n'oublie pas avec qui elle a joué. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de moi. La maison était silencieuse, mais elle ne semblait plus vide. Elle semblait prête. Parce que pour la première fois, depuis des mois, je n'étais pas en train de réagir. J'étais en train d'agir. Et Éléonore, elle n'avait aucune idée de la tempête qui se dirigeait droit sur elle. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais l'équilibre. Pour chaque mensonge qu'elle avait murmuré aux oreilles de Marc, j'allais larguer une bombe de vérité dans son monde parfaitement organisé. Éléonore ne savait pas que pendant qu'elle s'amusait avec son jouet de salle de sport, j'avais commencé à revoir la structure juridique de tout ce que nous partagions. Nos comptes bancaires, le titre de propriété du SUV, même l'acte de la maison du lac que ses parents nous avaient laissé en cadeau de mariage. Ce cadeau avait été transféré dans une fiducie à mon nom 3 semaines avant notre anniversaire. Pourquoi? Parce que quand on passe 11 mois à regarder silencieusement quelqu'un vous détruire, on commence à se préparer pour le jour où on n'aura plus besoin de lui. La surprise suivante est arrivée alors que je sortais de mon bureau. Une élégante voiture noire s'est arrêtée brusquement. La vitre s'est baissée. Julien. C'était Marc. L'homme avait le culot de se montrer comme si c'était un drame de lycée. Tu as une minute, a-t-il demandé. J'ai regardé autour d'eux. Moi. Il y avait du monde dehors. Des caméras. Trop de regards. J'ai ouvert la portière passager et je suis monté. Il arborait un sourire narquois. Le genre de sourire que l'on ne voit que sur les hommes qui n'ont jamais fait face aux conséquences. Écoute, a-t-il dit. Éléonore perd la tête. Elle dit que tu essaies de détruire sa vie. J'ai haussé un sourcil. Je n'ai même pas commencé. Il a reniflé puis s'est penché plus près. Elle dit des trucs de dingue, mec. Que tu es violent. Que tu la harcèles. Qu'elle a peur pour sa sécurité. Je me suis tourné lentement vers lui. Tu la crois? Il a hésité, juste une
Seconde. C'est tout ce dont j'avais besoin. Tu as peur maintenant, ai-je dit doucement. Tu t'es mis au lit avec un ouragan et maintenant tu réalises qu'elle ne se contente pas de brûler les ponts. Elle verse de l'essence d'abord. Son sourire narquois a disparu. J'ai continué. Elle se joue de toi comme elle s'est jouée de moi. Tu es le nouveau jouet brillant. Mais Éléonore finit par s'ennuyer. Et quand c'est le cas, elle se retourne. Il a ouvert la bouche, mais je l'ai interrompu. Je ne te préviens pas pour ton bien. Je me fiche qu'elle ruine ta vie. Je te fais juste savoir, restant dehors de mon chemin, je suis sorti de la voiture, j'ai refermé la portière et je n'ai jamais regardé en arrière. Cette nuit-là, j'ai de nouveau vérifié mes emails. Mon avocat avait envoyé une proposition révisée, des clauses plus strictes, des preuves irréfutables et un avertissement subtil. Elle va t'attaquer durement. Sois prêt. Je l'étais. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle se présente à ma porte. Il était presque minuit. Elle a frappé comme un policier avec un mandat. J'ai ouvert lentement, les bras croisés. Elle était là, Éléonore. Pas de maquillage. Les cheveux en désordre, les yeux hagards. Tu m'as ruiné, a-t-elle crié. Non, ai-je dit. Tu as fait ça toute seule. Elle est passée devant moi comme si elle habitait encore ici, a foncé dans la cuisine et a tourné sur elle-même comme une diva dans une série Netflix. Tu te crois si malin? Tu penses que je ne vais pas me battre? Je suis resté calme. J'avais appris que rien ne la déstabilisait plus que de ne pas réagir. Tu as fait tes choix, ai-je dit. Maintenant, vis avec. Elle s'est approchée, la voix tremblante. Je t'ai donné des années, Julien. J'ai construit cette vie avec toi. Non, ai-je répliqué. Tu l'as décorée. Puis tu l'as saccagée dans mon dos. Sa voix est tombée à un murmure. Tu as toujours été trop gentil. C'est pour ça que j'ai dû trouver quelqu'un d'autre. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai tenue ouverte. Alors retourne-le voir. Et pendant que tu y es, dis-lui que la société de crédit immobilier appelle. Tu as arrêté de payer le loyer de cet appartement secret il y a 6 mois. Tu te souviens? Son visage s'est décomposé. Oui, j'étais au courant. Pour l'autre appartement, le plan de secours. Je l'ai toujours su. Elle n'a pas dit un mot en sortant. Cette fois, la porte a claqué derrière elle. Et ça ne m'a pas fait mal. Plus maintenant. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'être la victime. Éléonore avait lancé des grenades dans notre vie, s'attendant à ce que je me roule dans les décombres. Au lieu de cela, je construisais une forteresse, une brique de vérité à la fois. À la fin de cette semaine-là, je ne me contentais pas de marcher dans les ruines. Je redessinais tout l'horizon. Éléonore pensait que le chaos lui achèterait la liberté. Elle n'avait pas réalisé que cela me donnait simplement de l'espace pour respirer. J'ai changé les serrures, gelé le compte joint, transféré les services publics restants à son nom sans préavis. Et le meilleur, la carte de crédit qu'elle utilisait pour toutes ces soirées entre filles et ces escapades au spa, je l'ai annulée. Au milieu de sa virée shopping dans une boutique de luxe. Je le sais, parce que le gérant du magasin m'a appelé. Apparemment, elle a fait une scène. Je suis Éléonore Moreau. Savez-vous qui je suis? Madame, vous êtes une leçon de vie ambulante. 2 jours plus tard, j'ai reçu une assignation. Oui. Elle demandait une pension alimentaire. Elle prétendait avoir sacrifié sa carrière pour me soutenir. Qu'elle avait contribué émotionnellement et intellectuellement à mon entreprise. Qu'elle avait droit à une compensation financière continue. Elle voulait 4300 € par mois. J'ai ri si fort que j'en ai laissé tomber mon café. Et puis j'ai appelé Michel, mon avocat. Elle essaie de me voler sans ciller. Ai-je dit. Il a gloussé.
On s'y attendait. Ne t'inquiète pas, tu l'as coincé. Je n'étais pas inquiet. Voyez-vous, Éléonore ne savait pas que mon comptable documentait tout depuis 6 mois. Toutes les dépenses qu'elle facturait à l'entreprise, les week-ends de retraite qui étaient magiquement programmés. Pendant ses jours de maladie, les faux dons de charité à des sociétés écrans qui remontaient à la salle de sport de son amant. Nous avions des reçus, au sens propre comme au figuré, et nous allions l'enterrer sous eux. Je n'ai même pas eu à attendre longtemps. L'avocat d'Éléonore a demandé une médiation privée, ce qui voulait dire, nous sommes foutus, négocions avant que ça n'arrive devant un juge. J'ai accepté de la rencontrer, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais la regarder dans les yeux une dernière fois alors que son monde s'effondrait autour d'elle. La réunion a eu lieu dans un bureau vitré et élégant du centre-ville. Éléonore est entrée, portant son armure de performance habituelle, robe noire moulante, talons hauts, et cette expression suffisante qui persuadait les gens qu'elle était en contrôle. Mais ses yeux disaient la vérité. Ils étaient fatigués. Acculés. Elle s'est assise, a croisé les jambes et m'a adressé ce sourire forcé. Ne rendons pas les choses plus laides qu'elles ne le sont déjà, a-t-elle dit. Je me suis penché en avant. Tu les as déjà rendues grotesques. Son avocat s'est éclairci la gorge et m'a passé un dossier. Nous aimerions proposer un accord révisé. Éléonore est prête à renoncer à la pension alimentaire en échange de la maison du lac et d'une partie des investissements communs. Je n'ai même pas ouvert le dossier. J'ai regardé directement Éléonore. Tu n'auras rien. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai continué. Tu as menti. Tu as trompé. Tu as passé 2 ans à te servir de moi comme d'un ticket gratuit et d'un thérapeute. Tu ne t'en tireras pas avec des prix. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie, a-t-elle lâché. Et je t'ai donné la stabilité, la loyauté et un foyer, ai-je répondu. Tu as tout incendié parce que ton ego avait besoin de se sentir désiré par quelqu'un qui ne sait probablement même pas épeler le mot engagement. Elle a eu l'air sur le point de crier, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est penchée. Très bien, a-t-elle sifflé. Mais ne reviens pas. En rampant quand la prochaine fille te brisera. J'ai souri. Je ne ramperai pas. J'avancerai. Tu devrais essayer un jour. Nous ne nous sommes pas serrés la main. Nous ne nous sommes pas embrassés. Elle est partie la tête haute, mais les épaules affaissées sous le poids de tous ceux qu'elle avait perdus. Et moi je suis rentré chez moi, je me suis versé un verre. Et j'ai regardé le jardin où nous organisions des barbecues. Ça ne ressemblait plus à un champ de bataille. Ça ressemblait à une toile blanche. La tempête était passée. Mais je n'étais pas seulement en train de guérir. J'étais en train d'évoluer. C'est étrange les choses qui vous hantent. Pas les mensonges, pas la trahison. Mais les moments calmes que vous ne saviez pas être faux. Comme la fois où elle m'a apporté de la soupe quand j'avais la grippe. La façon dont elle m'a embrassé le front et a dit, je prendrai toujours soin de toi. Je me souviens l'avoir cru. C'était la partie qui résonnait encore, l'avoir cru. Mais la croyance n'est pas la vérité. Et l'amour sans loyauté n'est qu'une guerre émotionnelle avec un bon éclairage. La maison du lac semblait différente maintenant. J'y suis monté seul pour la première fois depuis que les papiers du divorce avaient été finalisés. Mon nom était sur l'acte de propriété. Plus à nous, plus pour toujours, juste à moi. L'endroit était encore comme après le passage d'une tempête, mais avant le grand nettoyage. J'ai ouvert les fenêtres et laissé l'air froid s'engouffrer. Comme si j'exorcisais les fantômes des conversations passées. Cet endroit avait été notre refuge. Maintenant, c'était le mien. J'ai allumé un feu, je me suis assis dans le vieux fauteuil en cuir près de la fenêtre et j'ai ouvert une bouteille de whisky que je gardais. Pas pour une célébration, juste
Pour un moment comme celui-ci, où vous admettez enfin que c'est arrivé. Et que vous êtes toujours debout. À la moitié de mon deuxième verre, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Julien. Sa voix. Éléonore, bien sûr. Je n'ai rien dit. Elle a expiré comme si elle était déjà agacée que je ne lui ai pas immédiatement laissé la parole. Je n'ai pas appelé pour me battre. Je n'ai toujours pas parlé. J'ai entendu dire que tu étais à la maison du lac, a-t-elle dit. J'ai froncé les sourcils. Tu prends de mes nouvelles maintenant? Non. A-t-elle lâché, puis s'est immédiatement adoucie. C'est juste je me suis souvenu de notre dernier voyage là-bas. Tu avais fait ce Chili horrible et nous avions ri pendant des heures. Ce voyage était un mensonge. Elle s'était éclipsée à 2 heures du matin pour faire une promenade. Je sais maintenant qu'elle avait appelé Marc depuis le ponton, lui disant qu'elle aurait aimé être avec lui à la place. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Parler avec toi me manque. Ça m'a touché différemment. Non pas parce que je la croyais, mais parce que j'ai réalisé qu'elle ne me manquait pas du tout. Ce n'est pas moi qui te manque, ai-je finalement dit. C'est ce que je t'apportais qui te manque. Un miroir pour prétendre que tu étais quelqu'un digne de confiance. Silence. Puis sa voix est tombée à un murmure. Tu étais gentil avant. J'ai ri une fois, un rire sec, amer. Non, j'étais aveugle. Il y a une différence. Elle est restée en ligne, silencieuse. Puis sa voix a tremblé. Marc m'a quitté. Bien sûr qu'il l'avait fait. Il avait eu ce qu'il voulait. Et maintenant, il passait au fantasme suivant. C'est ainsi que les gens comme lui. Et elle fonctionnait. Il courait après la validation, pas la connexion. Les sensations fortes, pas l'histoire. Il a dit que j'étais trop compliqué. A-t-elle ajouté. Je n'ai pas dit, tu l'as toujours été. Je n'ai pas dit, le karma est une garce, mais pas à moitié aussi cruelle que toi. J'ai juste dit, ne m'appelle plus, Éléonore. Et j'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai dormi comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Pas de mensonge respirant à côté de moi. Pas de culpabilité logée dans ma poitrine. Juste le silence et la lumière du feu. Le lendemain matin, je suis descendu au ponton avec un café dans une main et le dossier de divorce dans l'autre. Je me suis assis au bord, les orteils effleurant l'eau froide, et j'ai lu les papiers. Une dernière fois. Et puis je les ai déchirés. Non pas parce que je voulais oublier, mais parce que je voulais clore complètement le chapitre. Laisser le vent emporter les morceaux. Laisser le lac boire ce qui restait. Je n'avais plus besoin de rappel. Je n'avais pas besoin de prouver que je lui avais survécu. Je l'avais fait. Le téléphone n'a plus sonné depuis. Ni d'elle. Ni de personne liée à ce naufrage. Et c'est exactement comme ça que je le veux. Parce que quand quelqu'un essaie de réduire votre vie en cendres, la meilleure vengeance n'est pas une tempête de feu. C'est de reconstruire quelque chose où ils ne seront plus jamais invités. Le deuil est une créature étrange. Il ne frappe pas à la porte. Il n'appelle pas à l'avance. Il se pointe juste, sans invitation. Parfois au milieu d'une allée de supermarché ou quand on entend une chanson que l'on fredonnait tous les deux. En voiture. Mais après tout ça, ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas à quel point j'ai pleuré sa perte. C'est à quel point je me suis manqué à moi-même. La version de moi qui croyait aux gens, qui déversait de l'amour sans mesurer ce qui lui restait. Qui donnait et donnait sans réaliser qu'il était vidé jusqu'à la dernière goutte par quelqu'un qui souriait en tournant le couteau. Je voulais le retrouver. Après le week-end à la maison du lac, j'ai pris une décision. Je n'allais pas rester dans les cendres.
Je me suis inscrit à une salle de sport, pas par vengeance, pas parce que je voulais qu'elle me voie aller mieux, mais parce que j'avais besoin de me reconnecter à quelque chose qui m'appartenait, le contrôle, le pouvoir, la force. Les premiers jours ont été brutaux. Pas seulement physiquement, mais mentalement. Je continuais d'entendre la voix d'Éléonore dans ma tête. Tu n'es pas un vrai homme. Tu es juste rassurant. C'est drôle comme rassurant était devenu une insulte. Comme si la décence était un défaut. Mais j'ai poussé plus fort. Chaque goutte de sueur était une conversation que je n'avais pas besoin d'avoir. Chaque muscle endolori était la preuve que je n'étais pas fini. Un mois plus tard, je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas seulement vu un corps plus fort. J'ai vu quelqu'un qui avait enfin arrêté de s'excuser d'être humain. Les gens ont commencé à le remarquer. Pas seulement la perte de poids ou la mâchoire plus dessinée, mais la façon dont je me tenais, même au travail, où j'avais autrefois laissé le drame d'Éléonore déteindre sur mon humeur. J'étais plus vif, plus concentré. Les clients complimentaient mon énergie. Mon associé, Damien, m'a pris à part un après-midi. Mec, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu es au taquet. J'ai juste souri. Disons que je me suis débarrassé d'un poids mort. Il a haussé un sourcil mais n'a pas insisté. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde avait entendu des rumeurs. Éléonore était un feu de forêt, et son drame avait le don de se propager sans essence. Un après-midi, je suis tombé sur Chloé, l'ex-meilleure amie d'Éléonore, dans une librairie. Elle a eu l'air surprise de me voir. Tu as l'air bien, a-t-elle dit. Gêné, mais sincère. Tu as l'air de quelqu'un qui a enfin arrêté de suivre le drame, ai-je répondu avec un sourire narquois. Elle a ri, et quelque chose dans son attitude avait changé. Plus douce, moins tendue. Nous avons parlé un moment, de livres, de la vie, de la façon dont Éléonore avait brûlé tous les ponts qu'elle avait jamais traversés, même avec des gens qui lui avaient autrefois juré fidélité. Elle disait que j'étais jalouse d'elle, a admis Chloé en secouant la tête. Parce que je n'avais pas un homme qui m'adorait. J'ai hoché lentement la tête. Elle a confondu l'adoration avec l'amour. C'est ça, la tragédie. Chloé m'a regardé un long moment. Tu penses à sortir avec quelqu'un à nouveau? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre de la librairie, observant les gens passer. Je pense à vivre à nouveau, ai-je dit. Et si quelqu'un croise mon chemin pendant ce temps je ne fuirai pas, elle a souri. C'est juste. Nous avons échangé nos numéros. Je n'ai rien précipité. Pas de relation. Pansement, pas d'application compliquée. Je n'avais pas besoin de validation. J'avais juste besoin de temps. La solitude n'était plus le silence. C'était la paix, et la paix n'avait pas de prix. Éléonore a essayé d'envoyer un texto une autre fois, juste une seule ligne. Est-ce que je te manque parfois? J'ai fixé l'écran. Je n'ai pas répondu. Parce que la vérité, c'est que la version de moi qu'il aimait me manquait. Mais lui, il était parti. Et l'homme qui se tenait à sa place ne manquait pas les menteuses. L'audience finale est passée. Pas de drame, pas de feu d'artifice. Elle est entrée avec des lunettes de soleil à l'intérieur, espérant se protéger de la réalité. Elle est partie avec rien d'autre qu'un sac à main bon marché et un nom de famille qu'elle ne méritait plus. Je suis sorti avec ma dignité, mon avenir. Et une nouvelle compréhension. Être un homme, ce n'est pas réparer les gens. Briser. C'est ne jamais les laisser vous briser à nouveau. On dit que le temps guérit toutes les blessures. Ce n'est pas vrai. Le temps ne guérit rien. Il vous donne juste de l'espace pour construire du tissu cicatriciel sur la douleur afin qu'elle ne saigne plus. Guérir, ça, c'est du travail. C'est conscient.
C'est saigner en silence jusqu'à ce que vous appreniez à bouger sans grimacer. Et maintenant, des mois plus tard, je ne grimaçais plus. Je marchais la tête haute. Les papiers du divorce étaient signés, scellés, classés et enterrés. Son nom n'était pas seulement hors de ma boîte aux lettres. Il était hors de ma tête. Mon téléphone était silencieux. Ma maison, de nouveau à moi. Plus de mine émotionnelle cachée entre les coussins du canapé. Plus de fausses excuses. Plus de mensonges au rouge à lèvres sur des verres à vin que je devais faire semblant de ne pas voir. Et surtout, plus besoin de me demander si j'étais fou. Cette question me hantait. Est-ce que j'imagine des choses? Est-elle juste? Distante? Ou cache-t-elle quelque chose? Suis-je le problème? Il s'est avéré que non. Je n'étais pas le problème. J'étais la cible. J'ai recommencé à écrire. Pas un livre, pas un blog, juste des pages, des pensées, des vérités. Un jour, j'ai écrit quelque chose qui m'a marqué. La loyauté envers la mauvaise personne ressemble à un suicide au ralenti. J'ai regardé ces mots et je les sentis dans mes tripes, parce que c'était ça. Je n'étais plus en colère contre Éléonore. Je n'étais pas en colère contre Marc. Je n'étais même pas furieux contre les gens qui l'avaient vu venir et c'était J'étais en colère contre moi, pour avoir ignoré cette intuition qui murmurait, cette femme n'est pas sûre. Mais le truc avec l'intuition, c'est que quand on commence enfin à l'écouter, elle devient de l'instinct. Et l'instinct ne ment pas. Un soir, en rentrant de la salle de sport, je suis passé devant un petit bar. Rooftop. Le genre qu'Éléonore disait être trop bruyant à son goût. Un groupe jouait, une reprise indie d'un classique de la soul. Je me suis arrêté à la porte et elle était là. Chloé, en train de rire, tenant un verre de vin blanc. Au milieu d'un groupe d'amis. Elle m'a vu et, pour la première fois depuis que tout a explosé, j'ai eu envie de m'approcher. Salut, ai-je dit. Elle a souri. Tu sors enfin de ta forteresse. J'ai gloussé. Je ne savais pas que je me cachais. Tu ne te cachais pas, a-t-elle dit. Tu reconstruisais. Il y a une différence. Nous sommes restés là, dans le bruit, la ville respirant autour de nous. Et ce n'était pas gênant. Ça ne ressemblait pas à un territoire de rebond ou à un traumatisme inachevé prêt à refaire surface. C'était naturel. Alors elle a demandé, en penchant la tête, tu restes ou tu ne fais que passer. J'ai regardé le siège vide à côté d'elle. Ça dépend, ai-je dit. Cette place est prise. Elle a glissé sa main dessus et a tapoté 2 fois. Plus maintenant. Cette nuit-là n'a pas été le début d'un conte de fées. Il n'y a pas eu de feu, d'artifice ou de moment digne d'un film. C'était juste honnête. Facile. 2. Personne parlant de la vie comme si ce n'était pas une zone de guerre sans fin. Je ne lui ai pas tout dit. Pas encore. Mais je lui ai dit une chose. Je ne veux plus jamais sauver quelqu'un. Je veux juste construire avec quelqu'un. Elle a hoché la tête. Alors arrête de choisir des gens qui veulent brûler ceux que tu construis. Et je jure qu'à ce moment précis, quelque chose s'est déverrouillé dans ma poitrine. Si vous me demandez ce que j'ai appris de tout ça, quel conseil je donnerais au gars qui ignore les signaux d'alarme parce qu'il a peur d'être seul, c'est ceci. Si vous devez vous rabaisser pour garder quelqu'un, il est temps de grandir. Sans lui. L'amour n'est pas censé ressembler à de la survie. Il n'est pas censé vous faire douter de votre valeur. Et quiconque vous fait sentir que vous êtes trop gentil pour être loyal n'est pas prêt pour un homme vrai. Éléonore, je ne l'ai pas vue depuis des mois. Aux dernières nouvelles, elle a essayé de lancer une chaîne YouTube. Conseils en relations amoureuses. L'ironie m'a presque étouffé, mais je ne lui souhaite aucun mal. J'espère juste qu'un jour, elle se rencontrera dans le miroir et verra toute la destruction qu'elle a laissée derrière elle.
Quant à moi, j'ai arrêté de regarder en arrière. Parce que l'avenir, il me semble enfin m'appartenir. Et cette fois, je le construis avec les yeux ouverts. Des limites fermes, et pas un seul mensonge en vue.